Il y a presque 2 semaines a eu lieu le Tour des Flandres, le deuxième monument de la saison. Après 273 km de course, dont 27 km pavés, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert se sont heurtés à un grand Tadej Pogačar. Sa polyvalence et sa fougue sur le vélo font de lui un coureur de grande classe et depuis son entrée dans le cyclisme professionnel, il ne cesse de casser les codes. Salut à tous et bienvenue dans la première vidéo de ma chaîne Peloton Panorama. Comme vous l'aurez compris, je vais aujourd'hui vous parler du coureur hors norme qu'est Tadej Pogačar. Dans ce numéro, nous pourrons nous demander à quel type de coureur il répond puisque, à la suite de cette victoire sur le Tour des Flandres, il entre encore dans un nouveau registre. Allez, c'est parti! La carrière cycliste de Poggi démarre à l'aube de ses 9 ans. Il débute sur la scène internationale lors de ses années juniors et Pogačar est au départ de compétitions comme la course de la paix et Paris-Roubaix junior, au sein de son équipe nationale slovène. Et il connaît très tôt des podiums. Lors de l'année 2016, c'est-à-dire vers ses 18 ans, il termine 3e du championnat d'Europe junior à Cadoudal, célèbre côte bretonne, empruntée de nombreuses fois par les coureurs du Tour de France. L'autre événement marquant dans sa carrière amateur est sa victoire au Tour de l'Avenir 2018. Il devancera Thymen Arensman et Gino Mäder sur cette course par étape de 10 jours sans même remporter une seule étape. Le Tour de l'Avenir est d'ailleurs très important chez les amateurs puisqu'il est considéré un peu comme le conservateur du cyclisme et nombreux sont les vainqueurs de cette course à connaître ensuite une carrière professionnelle épatante. Lors de la dernière décennie, nous pouvons citer les victoires de Tobias Foss, actuel champion du monde de contre-la-montre, ou encore Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019, mais aussi David Gaudu, deuxième du Paris-Nice 2023. Très logiquement, Pogačar sort de ce Tour de l'Avenir avec un avenir dans le cyclisme professionnel assuré et toutes les grandes équipes du peloton veulent attirer le prodige slovène. C'est au sein de l'équipe UAE Team Emirates qu'il rentre en 2019 et il court d'ailleurs dans la même équipe depuis 4 ans. Aujourd'hui, avec du recul, il n'était pas étonnant de le voir arriver chez UAE, d'autant plus que leur philosophie de recrutement est en partie axée sur les jeunes. Nous avons vu l'éclosion de Juan Ayuso donc au Tour d'Espagne 2022 et c'est de la même façon que Pogačar a commencé à faire parler sur le bord des routes. Il a terminé 3e de son premier Tour d'Espagne en 2019 avec 3 victoires d'étape sur les étapes 9, 12 et 20. Eddy Merckx, grand champion des années 60 et 70, avait dit qu'il était admiratif de sa performance lors de l'étape 9 et c'était une grande preuve pour le talent prometteur qu'était Pogačar. Cette même année, il ne faut pas non plus oublier sa victoire sur le Tour de Californie, 4 mois plus tôt, où l'anecdote amusante de ce tour est qu'il ne pouvait pas goûter au champagne du podium protocolaire puisqu'il n'avait pas l'âge de la majorité aux États-Unis. Ce moment était clairement un marqueur de sa précocité. Et bien sûr, l'année suivante, il gagne le Tour de France 2020 avec un retournement de situation dont vous devez tous vous souvenir à la planche des Belles-Filles, 24 heures avant l'arrivée à Paris. Pointé à 2 minutes de son compatriote Primož Roglič, alors maillot jaune, Pogačar réussit à le renverser. Et c'est pas vraiment étonnant puisque le talent de Poggi sur les contre-la-montre n'était pas vraiment inconnu. Il avait d'autant plus montré qu'il était capable de battre Roglič un mois plus tôt au championnat national de cette même discipline. Pourtant, il était difficile de croire à un changement de leader à 24 heures de l'arrivée à Paris. Et en 2 ans, Pogačar, si on fait un bilan, c'est 17 victoires et c'est sûr qu'il ne compte pas s'arrêter. Il confirme clairement ce potentiel important et on peut le catégoriser donc avec ses coureurs comme Evenepoel, Van Der Poel, Van Aert ou Ayuso. Ces performances de tous ces coureurs peuvent relativiser parfois une performance juste d'un coureur comme Pogačar. Et on peut se dire, est-ce que c'est la façon de former les jeunes aujourd'hui qui impacte les rangs professionnels ou bien juste une génération de passage? Ce qui est sûr, c'est que c'est très important d'avoir une génération nouvelle dans le cyclisme et que celle-là, en tout cas, elle est plus qu'unique. Pour revenir à Pogačar, en 2021, il doit confirmer. Et il le fait avec brio puisqu'il aura 13 victoires, dont 2 premiers monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de France, et un 2e Tour de France dans son palmarès. Aussi simple que ça. Non, plus sérieusement, il confirme alors qu'il est un superbe coureur par étape et on remarque clairement qu'il a une polyvalence extrêmement intéressante. Il est vainqueur du contre-la-montre à Laval et des 2 grandes étapes pyrénéennes au col du Portet et à Luzardiden dans ce Tour de France 2021. Il s'affiche clairement comme un sérieux client pour enchaîner les victoires au général et d'étapes sur les grands tours. On est alors même plus étonné de le retrouver jouer les pole positions à chaque course et il enfile les victoires comme des perles sur un collier. 16 victoires pour un coureur par étape en 2022, c'est un compte plus qu'impressionnant.
Son seul échec cette même année restera le Tour de France, alors qu'il arrive sur la ligne de départ à Copenhague comme le favori numéro 1 si on ne compte pas Vingegaard. Personne n'aurait pronostiqué un écart de 2,43 entre donc le maillot jaune final Vingegaard et Pogačar, mais plutôt une victoire finale se jouant à coups de seconde. Si on avait enlevé l'étape du Granon, Pogačar aurait gagné la grande boucle pour 8 secondes d'avance sur Vingegaard. Mais ce dernier, ce Danois, était juste trop fort, et le constat est d'autant plus vrai puisque quand on regarde l'écart entre Pogačar, le deuxième du général, et Geraint Thomas, le troisième, il y a 4 minutes 51. Et donc Pogačar, suite à ce tour-là, il s'affirme comme l'un des meilleurs coureurs au monde, et en plus, il remporte le Tour de Lombardie pour la deuxième fois, donc après celui de 2021, et donc sa saison est plus que stratosphérique en fait. Et donc Pogačar, c'est aussi un coureur hors norme parce qu'il casse les codes. Il ne calcule pas ses efforts et donc il brise toutes les stratégies du peloton et il est très difficile à anticiper. Bien sûr, lorsque la machine est en route, il est difficile d'appuyer sur le bouton marche-arrêt et le Tour de France 2021 est l'exemple parfait de la façon dont Pogačar aborde chaque course. Lors de la première semaine de Brest jusqu'à Tignes, Poggi a profité de tous les éléments qui pouvaient jouer en sa faveur. En effet, lors de ce Tour 2021, la première semaine, il y a eu 3 chutes les 3 premiers jours. Et donc, voilà, il a déjà passé cet obstacle-là. Et ensuite, il a su profiter de la météo peu courante pour un mois de juillet, puisque sur ses premiers jours, il a souvent plu et sa faculté d'être à l'aise sur des routes glissantes, etc., ça s'est rapidement fait savoir. Et tous ses concurrents, ils étaient déjà émoussés, par exemple, sur l'étape numéro 7 du Creusot et lors de l'étape 8 au Grand Bornand, alors qu'il pleuvait à plein temps. Pogačar a su fausser compagnie donc à ses rivaux et il leur a mis 3 minutes 20 à l'arrivée à Grand Bornand. Et le lendemain en plus, il leur met ça avec 30 secondes d'avance sur Carapaz lors du passage sur la ligne d'arrivée à Tignes. Et toutes ces grandes performances pouvaient aussi créer des polémiques parce que l'entourage de Pogačar, il avait un passé assez sulfureux. Mais le principal intéressé, donc Pogačar, répondait par-dessus tout ça qu'il ne savait pas trop quoi en penser et que c'était un bon gars. Après, on peut aussi se dire que ses concurrents n'avaient pas vraiment fait l'effort de venir le chercher. Il est aussi très important de dire que la fougue de Pogačar lui a aussi causé quelques problèmes puisque lors de l'étape 11 du Tour de France 2022 entre Albertville et le col du Granon, ils attaquent avec Vingegaard, ils s'attaquent entre eux à 60 km de l'arrivée. Et lorsqu'ils arrivent dans les pentes du col du Granon, Pogačar lâche d'un coup d'un seul. Il perdra sur cette étape 2 minutes 51, donc au passage sur la ligne d'arrivée. Et peut-être qu'il avait aussi répondu du tac au tac aux attaques de Vingegaard pour faire genre comme si de rien n'était. Mais il devait s'en vouloir. Et peut-être aussi que Vingegaard était très fort, d'autant plus qu'avec une armada Jumbo-Visma qui l'épaulait à 100%, voilà, on ne pouvait pas comparer avec eux à eux. C'est ce même Vingegaard qui lui causa des problèmes donc au Mont Ventoux l'année précédente, et même si on sait que Pogačar il est à l'aise sous les temps dantesques, par contre la chaleur ne lui va pas très bien. Et le Mont Ventoux, il est un peu connu pour le désert irrespirable qu'il est un jour de canicule ou de forte chaleur. Et ce 7 juillet 2021, Vingegaard assomme à la pédale un Pogačar qui semblait souffrir du tempo du Danois sur tous les kilomètres de cette ascension du Mont Ventoux. Et donc, pourtant, Pogačar dominait le débat pendant 10 jours et il s'est fait complètement exploser dans la montée par Vingegaard. Et dans cette même étape, on peut relever donc sa persévérance puisque, en fait, il arrive à le rattraper dans la descente et même à battre Vingegaard au sprint. Pareil, exemple sur le Tour des Flandres 2022, donc sa première participation, c'est lui qui lance les offensives à 55 km du but, et donc quand on regarde le cyclisme de Pogačar, on peut se dire que c'est un symbole d'un renouveau, parce qu'il attaque loin du but, il se préoccupe pas forcément des forces en présence ou des difficultés à venir, et c'était un peu poussé de le rattacher cette façon de courir à celle des années 80, car tout ce qui gravitait autour de la course n'était pas pareil. Parce que, par exemple, les vélos n'étaient pas autant à la pointe de la technologie, ou les coureurs, ils avaient beaucoup plus de jours de course dans les pattes. Mais c'est sûr que cette nouvelle génération, incarnée par Pogačar, Evenepoel et autres, plaît aux anciens coureurs des années 80, etc. Et aussi, ça arrive aussi comme un vent de fraîcheur au sein des pelotons pro, alors que la dernière décennie, le cyclisme devenait un sport bridé avec les trains des équipes de leaders comme la Sky, contrôlant la course dans tous les cols. Et au contraire, du coup, aujourd'hui, on voit des courses se décanter très tôt, à l'image du Paris-Roubaix il y a un peu plus de 5 jours, où les offensives ont été lancées à plus de 100 km de l'arrivée, avant même la trouée d'Arambert. Ce qui est d'autant plus marquant chez Pogačar, c'est qu'il a une polyvalence hors norme. Il a bien sûr d'abord été reconnu comme grimpeur puisqu'il a gagné le Tour de l'Avenir en 2018. Et puis comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est sur les pentes raides du Tour d'Espagne que Poggi s'affirme en premier.
Et on pourrait surtout dire qu'il est un très bon coureur par étape plutôt, parce que ça englobe aussi le contre-la-montre. Lors du dernier championnat du monde à Wollongong, il s'est quand même classé 6ème devant des spécialistes tels que Filippo Ganna ou Nelson Oliveira. Et depuis ses débuts pro, Pogacar, c'est 4 victoires, 4 podiums sur les contre-la-montre. Ce qui est également impressionnant, c'est sa capacité à gérer un maillot de leader sans avoir forcément une garde rapprochée avec lui. Contrairement à Roglic ou Vingegaard avec leur équipe Jumbo-Visma, Pogacar et UAE sont souvent en infériorité lorsque la route s'élève, notamment sur les grands tours. Le seul exemple contraire aura été l'étape 17 du Tour 2022 lorsque Brandon McNulty était encore là pour aider Pogacar sur les pentes du col de Vallon-Rosette et de la montée vers l'altiport de Peyragudes. Et tout ça explose clairement sa capacité à s'adapter aux situations de course sans être forcément épaulé. C'est sûrement aussi pour ça qu'il est souvent à l'attaque afin de se détacher des trains oppressants des Jumbo et Ineos. En général, on retrouve les ponts grimpeurs à l'aise sur les courses pro puncher telles que les Ardennaises, mais ils ont quand même du mal à assimiler les efforts lactiques dans les montées courtes et raides. Pogacar est peut-être celui qui se détache le plus de ce stéréotype selon lequel les coureurs par étape n'auraient pas la giclette, c'est-à-dire la capacité à produire un effort maximal sur une très courte distance. Ce n'est pas non plus étonnant puisque dès son arrivée dans le peloton pro, il n'a pas voulu faire un choix entre course par étape et classique, tandis que par exemple Egan Bernal s'était direct spécialisé dans la course par étape et dans la montée de col à un tempo au seuil sur donc des longues montées. Quant à Pogacar, son entraîneur Inigo San Milan disait justement qu'il était certainement le plus explosif de ses rivaux dans les grands tours. Et à l'entraînement, Pogacar travaille aussi bien les longues montées que les efforts lactiques, et cela lui convient bien parce que voilà, quand il y a eu des arrivées groupées au Tour de France comme à Longwy, il bat Michael Matthews au sprint avec une aise impressionnante. Lorsqu'il arrive au sprint contre Vingegaard à la planche des Belles-Filles et à l'altiport de Peyragudes, pareil, il l'aligne sans vraiment, sans aucun débat en fait. Et peut-être, allez, le dernier exemple parfait, je pense que vous avez pensé, c'est Liège-Bastogne-Liège en 2021, avec donc cette victoire sur la doyenne des classiques, où il aligne au sprint donc Alaphilippe, Gaudu, Valverde et Woods, donc dans cet ordre de classement. Et il les aligne après un enchaînement de montées très raides et très courtes. Et donc cela montre clairement qu'il fait partie des meilleurs punchers au monde. Bien sûr, aussi Pogacar, c'est un très bon coureur sur les pavés, et ça c'est plus récent, puisque il a montré en 2022 et en 2023 qu'il était très à l'aise dans les pentes comme le Vieux Couremont ou le Paterberg, avec des pavés. Sa victoire sur l'édition 2023, ça peut nous poser question sur son avenir, justement, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Est-ce qu'il va décider plutôt de se reconcentrer sur les courses par étapes? Est-ce qu'il va continuer à nous épater dans tous les domaines? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a 5 ans de carrière cycliste, et que c'est pas si étonnant de le voir au top niveau partout, notamment sur le Tour des Flandres, quand lors de sa carrière amateur, il avait fini 13ème de Paris-Roubaix Junior, et que peut-être que là aussi l'Enfer du Nord, c'est sa prochaine étape. Bien sûr, on pourrait le voir comme un nouvel Eddy Merckx, sauf que il y a déjà Remco Evenepoel qu'on nommait comme le nouveau cannibale, donc ça c'est aussi que il y a une nouvelle caste de coureurs qui n'ont pas fini de nous surprendre et qui seront très intéressants à suivre dans les années à venir, et ils l'ont déjà été avec justement cette victoire d'Evenepoel à la Vuelta 2022, etc. Au fil de cette vidéo, j'ai pu vous montrer que Tadej Pogacar est un coureur hors norme par sa polyvalence et sa fougue sur le vélo. Son prochain objectif majeur est Liège-Bastogne-Liège, mais on devrait sûrement le voir à l'attaque quelques jours avant sur les routes de l'Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne. D'ailleurs, l'Amstel est ce week-end. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à exploser les commentaires en donnant vos pronostics pour ces 3 courses à venir, de Pogacar et d'autres. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous dis à très vite, salut!